Bonjour, je suis Guillaume Millet de Saint-Étienne, je suis physiologiste de l'exercice à l'Université Jean Monnet et je vais vous parler aujourd'hui de fatigue en ultra-trail. L'intitulé de mon exposé est donc Ultra-trailer au bout de soi-même. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Lorsque l'on réalise un exercice sous-maximal, comme c'est évidemment le cas pour un ultra-trail, on est capable de durer un certain nombre d'heures à une vitesse donnée. Ceci étant dit, dès les premières heures, une fatigue s'installe. Cette fatigue est souvent définie comme une diminution des capacités fonctionnelles, par exemple une diminution de la force maximale. Et donc, au fur et à mesure du temps, notre force va diminuer et c'est ce que l'on appelle la fatigue. À ne pas confondre avec l'épuisement. L'épuisement, c'est quand on ne peut pas réaliser la tâche, c'est quand on ne peut plus courir et qu'on est obligé de s'arrêter, on l'espère pour vous, à l'arrivée. Quels sont les facteurs qui influencent cette fatigue, c'est-à-dire qui influencent la vitesse à laquelle on va diminuer sa force, par exemple, lorsque l'on réalise un exercice? Eh bien, ces facteurs sont très nombreux en réalité. Vous les avez là, donc je ne vais pas tous vous les détailler, mais le type d'exercice, bien sûr, est-ce que c'est un exercice continu versus intermittent, la personne, son sexe, l'environnement, la température, l'attitude, etc., l'âge de la personne, tout ça sont des facteurs qui jouent un rôle sur la vitesse à laquelle cette fatigue va survenir. Mais il y a deux facteurs qui sont encore plus importants que les autres, c'est l'intensité et bien sûr la durée. Et dans le cas de cet exposé, nous allons nous intéresser essentiellement à la durée. La durée de l'épreuve entre elles a été catégorisée par l'ITRA, International Trail Running Association, avec toutes ces catégories que vous avez ici à l'écran. Dans le cas de l'ultra, on va plutôt parler des trois dernières catégories, L, XL, XXL. Ces catégories ne sont pas seulement basées sur la distance, mais plutôt sur ce qu'on appelle le kilomètre effort, c'est-à-dire qu'il y a la combinaison de la distance et du dénivelé. Parce que bien sûr, le dénivelé va jouer un rôle important dans la fatigue que va subir le coureur. Le format le plus classique pour un ultra trail, c'est le format 100 miles. Et vous voyez que pour une même distance, 161 km ici, eh bien vous avez des temps de course pour les meilleurs qui sont très différents. Sur les courses US telles que la Leadville ou la Western States, les premiers sont en 15 heures, les derniers plutôt autour de 30 heures. Pour une course comme l'UTMB, on est plutôt à 20 heures pour les premiers. Et pour le Grand Raid de la Réunion, on est plutôt à 24 heures. Et ces différences ne s'expliquent pas seulement donc, pas par la distance, qui est à peu près la même, pas forcément seulement par le dénivelé, mais également par la technicité. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la difficulté de l'épreuve. Mais quand même, la distance est un paramètre clé. Si vous prenez une course comme le Tour des Géants, 335 km actuellement, plus de 24 000 mètres de dénivelé positif, et bien ici les premiers sont 70 heures, on est plutôt entre 70 et 150 heures pour les derniers. Avec, vous voyez, donc une distance équivalente de deux fois, donc 200 miles, deux fois l'UTMB. Et donc si on reprend la définition de la fatigue et que l'on définit comme une perte de force, c'est ce que vous avez ici, plus les valeurs sont élevées et plus la fatigue est importante, et que l'on met en abscisse la durée de l'épreuve, eh bien on voit que cette fatigue augmente, mais pas de façon linéaire. Elle augmente dans un premier temps avec la durée de l'épreuve, mais pour arriver à un espèce de plateau pour des formats de 20, 30, 35 heures. Et donc ça, ce sont les formats plutôt type plus courts, style CCC, voire plus courts, jusqu'à les formats type 100 miles, type UTMB. Et donc pour le Tour des Géants, qu'en est-il? Eh bien nous avons également mesuré la perte de force sur le Tour des Géants, et on a mesuré qu'en fait, en moyenne, les sujets ne perdaient non plus 35 à 40% de force, ici on parle des muscles quadriceps, mais seulement, entre guillemets, seulement 25%. Et donc la conclusion, si on prend la définition de la fatigue par les physiologistes d'une part, et puis les résultats de ces études, est qu'il est plus facile, en tout cas on est moins fatigué après le Tour des Géants qu'après un UTMB. Il est plus facile de courir 200 miles que 100 miles. Évidemment, vous voyez un peu l'absurdité de la chose. Mais il n'empêche que c'est quand même le paramètre que l'on prend en compte principal. Donc cette perte de force, cette perte de capacité fonctionnelle, comment peut-on l'expliquer? On peut l'expliquer bien sûr parce qu'il y a des éléments qui se déroulent au sein du muscle. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on perd la force.
on perd également de la force parce que le système nerveux central est moins capable de contracter ces muscles. Ce n'est pas seulement une histoire de fatigue musculaire ou de dommage musculaire, mais également une baisse de ce qu'on appelle la commande centrale en direction de ces muscles. Avec évidemment des relations entre les deux. Le système nerveux commande le muscle et le muscle est capable de faire remonter des informations via des fibres afférentes en direction du système nerveux central, que ce soit l'étage spinal ou supraspinal. Si on veut détailler un petit peu plus ces mécanismes, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui par manque de temps, eh bien on voit que cette fatigue peut survenir à un grand nombre de sites potentiels qui vont de la planification motrice jusqu'à la création de force dans le muscle lui-même. Et donc on a pour habitude de différencier les mécanismes centraux, le système nerveux, et les mécanismes périphériques, la fatigue. La fatigue centrale est, pour des efforts d'ultra-endurance, quelque chose d'extrêmement important. Comment la mesure-t-on? Eh bien, avec une technique toute simple qui est l'évaluation de ce qu'on appelle Maximal Voluntary Activation. Cette technique consiste simplement à demander au sujet, comme vous voyez sur cette diapositive à gauche, de contracter au maximum son muscle, on mesure la force, et lorsque le sujet atteint son niveau de force maximale, on surimpose un stimulus électrique, vous voyez l'expérimentateur qui appuie une électrode pour envoyer du courant au niveau du nerf fémoral qui commande, qui innerve ce quadriceps. Et on va regarder ce qui se passe en termes de force surimposée, de secousse surimposée. Et plus cette secousse va être importante, et plus on aura des indications selon lesquelles le sujet n'est pas capable, le système nerveux du sujet n'est pas capable de contracter malgré toute sa bonne volonté le muscle. Et lorsque l'on fait la même chose sur le muscle relâché, on va avoir une idée de la fatigue musculaire, c'est-à-dire quelle est la force produite par le muscle pour une même stimulation. Cette fois, le système nerveux est complètement absent. Et donc, c'est avec ces techniques très simples, finalement, que l'on peut évaluer la part du central et du périphérique, c'est-à-dire du nerveux et du musculaire. D'une façon générale, ce que l'on sait, c'est que plus l'exercice est intense et donc court, et plus la fatigue musculaire va être importante. Et à contrario, plus l'exercice est long, et bien sûr, on est dans ce cas-là pour l'ultra-trail, et plus la fatigue centrale va être importante. Exemple ici, vous voyez ce qui se passe après, ce sont des mesures sur l'UTMB que l'on a réalisées. Avant l'UTMB, lorsque l'on surimpose une stimulation électrique, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, après la course, en post, vous voyez que lorsque l'on surimpose la stimulation électrique, qui correspond à la flèche noire ici, eh bien, on a une surimposition, un surajout de force, une surproduction de force grâce à la stimulation électrique qui est bien le témoin que le sujet était fatigué au niveau de son système nerveux. Et ces baisses d'activation, l'indicateur dont j'ai parlé tout à l'heure, peuvent aller de 20 à 30% sur des ultra-trails, ce qui est absolument majeur. Ici, voilà un exemple, 20%, on récupère assez vite par contre cette fatigue centrale, mais post-UTMB, on a 20% de fatigue centrale. Et on avait également réalisé il y a plusieurs années une étude où on avait fait courir 24 heures des gens sur des tapis roulants. Eh bien, on avait surtout au niveau du quadriceps, des baisses de fatigue centrale, enfin des niveaux de fatigue centrale qui étaient de l'ordre de 30%, donc ce qui est absolument majeur. Alors que se passe-t-il maintenant? Une étude plus récente que l'on a publiée l'an dernier avec des collègues grenoblois. Que se passe-t-il maintenant lorsque l'on compare la même distance, donc toujours sur un format 100 miles, réalisé en un bloc, comme sur un UTMB, ou en 4 étapes. Et l'Ultra Tour des Massifs, l'UT4M à Grenoble, autour de Grenoble, permet cette évaluation parce qu'on a deux formats de course, soit un 100 miles classique, soit exactement le même parcours réalisé 4 jours différents avec des étapes à peu près équivalentes. Et bien sûr, la possibilité de se reposer entre chaque étape. Et bien, de façon assez intéressante, on constate que les sujets, voyez en bas ici, que la fatigue centrale est beaucoup plus importante lorsque que ce soit sur les quadriceps ou sur les mollets, lorsque l'on réalise l'étape en une seule fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait également fait la comparaison avec des mesures en post-course, en récupération, en 2 jours, 5 jours et 10 jours après la course. Et l'on se rend compte que, vous voyez, si vous regardez le graphe en bas à droite, par exemple, au niveau des muscles des mollets, qu'en fait, la récupération est beaucoup plus lente
la fatigue est la même, mais par contre la récupération est beaucoup plus lente lorsque l'on fait la distance, lorsque l'on parcourt la distance en 4 étapes. Comme si la récupération, certes on a des récupérations entre chaque étape, par contre l'intensité n'est pas la même. Puisqu'on a justement cette possibilité de récupérer, les étapes sont courues à plus haute intensité et en particulier les descentes à plus haute intensité. Et donc les dommages, malgré la récupération entre les étapes, les dommages musculaires sont majorés. Et donc cela nécessite une récupération plus importante. Comme quoi, l'effet sur l'organisme n'est pas forcément aussi simple que l'on croit, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend de la récupération que les effets sur l'organisme sont minimisés. Ici, c'est même plus le contraire. Si l'on s'intéresse cette fois aux différences entre les hommes et les femmes, eh bien, nous avions pu montrer déjà sur une étude UTMB en 2012, des données publiées ici en 2015, que les femmes étaient globalement moins fatiguées après une épreuve comme l'UTMB. Ici, c'était la version raccourcie du TMB autour de 110 km. Vous voyez que, par exemple, ici sur le quadriceps, à gauche, ce qu'on appelle MVC, donc la perte de force totale, était plus importante chez les hommes que chez les femmes. Et ça, c'était sur le quadriceps. Et donc, sur les fléchisseurs plantaires, c'est-à-dire les mollets, eh bien, on avait un peu la même tendance, mais cette fois au niveau de la fatigue plutôt musculaire. C'est-à-dire que vous voyez les paramètres, quand je ne veux pas rentrer dans les détails, mais que l'on appelle DB10 ou Twitch potentiel, qui est la force que je vous ai montré tout à l'heure sur mon graphe, lorsqu'on stimule le muscle relâché, donc c'est vraiment un indicateur de la fatigue musculaire seulement, eh bien, on se rend compte que les femmes sont également moins fatiguées. Nous avons réitéré ce même type d'étude sur l'UTMB 2019, mais cette fois sur des distances plus courtes, donc de 40-50 km, sur toutes les épreuves de l'UTMB en réalité, de 40-50 km jusqu'à le 100 miles, jusqu'à le 161-170 km au jour d'aujourd'hui à l'UTMB. Et on a confirmé que les femmes étaient moins fatiguées d'une façon générale, pas spécifiquement sur le très long, comme on avait émis l'hypothèse, mais d'une façon générale, elles sont moins fatiguées, musculairement surtout, à l'arrivée de la course que les hommes, pourtant de même niveau de performance. Et ce qu'on a fait cette année, c'est ce qu'on n'avait pas fait en 2012, mais qu'on a fait en 2019, c'est qu'on a interrogé les hommes et les femmes sur leurs intentions de course. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, les femmes avaient des intentions de course qui étaient plus en mode je termine la course en mode plaisir que les hommes qui étaient plus en intention de mode compétition, et notamment sur les épreuves plus courtes. Sur les épreuves plus longues, c'était un petit peu moins vrai, vous voyez que ce n'est pas significatif. Et donc, une partie sans doute de l'explication pour laquelle les femmes sont moins fatiguées est que, en moyenne, elles se donnent peut-être un petit peu moins, en tout cas sur des courses courtes, et donc elles ne sont pas forcément moins fatigables, elles peuvent être simplement moins fatiguées, comme si elles se préservaient un petit peu plus, même s'il est tout à fait juste d'ajouter que les femmes sont aussi capables de pousser très loin la machine, et ça c'est plutôt des données un petit peu anecdotiques personnelles qui me montrent que les femmes sont parfois capables de se mettre dans des états de fatigue extrêmement prononcés. Mais en moyenne, en tout cas, c'est ce que cette étude de 2019 a montré. Nous nous sommes également posé la question de savoir si la fatigue centrale, c'est-à-dire la fatigue nerveuse, était liée au manque de sommeil. Et donc pour ça, nous avons fait une étude en 2013 où nous avons simplement réalisé deux comparaisons, une nuit de privation de sommeil versus une nuit normale. Et nous avons réalisé un effort en vélo. Ça, c'était une étude de laboratoire et nous n'avons pas mis en évidence d'effet de la privation de sommeil en elle-même sur la fatigue centrale, sur la capacité du système nerveux à contracter les muscles de façon maximale. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la privation de sommeil, ce manque de sommeil, a des conséquences majeures quand même sur le cerveau. Pas sur la capacité à commander les muscles, mais sur le cerveau, et en particulier sur la fonction cognitive. Il y a énormément d'études, y compris les nôtres, mais bien d'autres évidemment. Et puis sur la perception de l'effort. Ce que l'on a montré dans cette étude également, par exemple, c'est que en situation de privation de sommeil, le time to exhaustion, c'est-à-dire la performance, était altérée et que c'était associé avec une augmentation de RPE, qui est l'acronyme anglais de Ratings of Perceived Exertion. Et les sujets partaient avec, en situation de privation de sommeil, lorsqu'ils grimpaient sur le vélo, ils partaient avec un niveau de perception d'effort qui était plus important. Et donc, ils s'arrêtaient plus tôt, ils atteignaient leurs limites plus tôt, puisque bien sûr, c'est cette sensation d'effort perçu qui va, au final, guider l'arrêt de l'effort. Et donc, puisque ces
nos histoires de fatigue neuromusculaire ne pouvaient pas expliquer complètement la performance, j'ai écrit en 2011 déjà cet article publié dans Sports Medicine sur un modèle de la performance en ultramarathon que j'ai appelé le Flush Model. Et le Flush Model, c'est effectivement, si vous n'avez pas fait d'anglais, le Flush, c'est bien la modèle de la chasse d'eau que vous avez symbolisé ici. Et en fait, ce modèle est assez simple, il a plusieurs composantes, dont deux principales. La première, c'est le niveau d'eau dans la cuve, c'est-à-dire que la perception de l'effort est associée au niveau d'eau dans la cuve, et puis on a cette réserve de sécurité qui empêche la chasse d'eau de déborder. Et donc, le modèle dit que tout ce qui peut limiter le niveau d'eau, tout ce qui peut limiter la perception de l'effort, qui est assimilé donc au niveau d'eau, est bénéfique pour la performance et vice-versa. Et donc, par exemple, la privation de sommeil, eh bien, en fait, ce qui se passe, vous voyez qu'on commence avec un certain niveau de perception d'effort qui n'est pas nul au départ, parce qu'on est privé de sommeil. Et ce n'est pas donc une histoire seulement de fatigue neuromusculaire. D'autres études ont montré, par exemple, que lorsque l'on fait une tâche mentale fatigante, eh bien, vous voyez à droite, par exemple, on démarre aussi assez vite avec un niveau de perception de l'effort qui est plus important, et donc on s'arrête plus tôt. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'activation maximale des muscles, rien à voir avec la fatigue neuromusculaire, c'est une histoire de perception de l'effort. Eh bien, dans la privation de sommeil, c'est la même chose. On part déjà avec un niveau d'eau qui n'est pas nul au départ. Et donc, comment peut-on limiter ça? Eh bien, en faisant, bien sûr, en dormant et même en stockant du sommeil. J'arrive déjà au bout du temps qui m'était imparti, mais rapidement, on a pu montrer en 2016 que l'extension de sommeil permettait d'améliorer la performance. Et cette extension de sommeil qui consistait à dormir, en tout cas être dans son lit 2 heures par nuit, les 6 jours avant la privation de sommeil, et de dormir 1 heure par nuit de plus, réellement, ça a été mesuré, et bien cette extension de sommeil, c'est ce qu'on appelle le sleep banking, donc ce stockage de sommeil, permettait de minimiser la perception de l'effort lors d'un exercice physique, et donc d'améliorer la performance. Et donc cette privation de sommeil, elle est évidemment d'autant plus importante que l'épreuve est longue. Donc la question c'est est-ce qu'on peut, effectivement, c'est pas une question, on peut rester plus de 60 heures, y compris en faisant des exercices de faible intensité sans dormir. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, les données sur le tort des géants montrent que ce n'est pas le cas. Je n'ai pas le temps de développer, on pourrait y revenir si vous voulez lors des questions. Mais par exemple, le coureur que vous avez à droite n'a pas du tout dormi lors de l'UTMB, du tort des géants, il y a quelques années déjà. Et il a arrêté, il a abandonné après 85h30 d'effort, alors qu'il ne restait plus qu'1 heure 30 à parcourir. Et c'est un des rares cas où, à cause de cette privation de sommeil, eh bien, le sujet est réellement allé au bout de lui-même, puisqu'il n'a pas eu d'autre choix en réalité que de se coucher sur le chemin et d'appeler les secours. Il n'était plus capable de faire un pas de plus, alors qu'il ne restait très peu à faire dans son tort des géants. Et ça, c'était donc en 2000. Voilà, donc j'ai pas le temps de vous expliquer, d'aller un petit peu plus loin sur les conséquences que peut avoir la privation de sommeil. Mais en résumé, la fatigue, c'est pas seulement une histoire de muscle, c'est aussi une histoire de commande nerveuse. Et lorsque l'on rajoute à cela la privation de sommeil, eh bien cela peut entraîner l'athlète réellement. C'est vraiment dans ces conditions où on peut aller au bout de soi-même. Voilà, 2 ouvrages sur l'Ultra Trail publiés, l'un il y a plusieurs années et l'autre un petit peu plus récemment sur l'UTMB. Et je vous remercie pour votre attention.